Ok, il est 5h43 du matin, où je me trouve, empiriquement. Et je vais faire une vidéo de quelques minutes sur toujours le processus de prise de conscience de soi, de l'esprit, pour illustrer. Dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis d'Amérique, la Constitution garantit une certaine liberté d'expression, ce qui rend possible la lutte contre l'oppression politique, mais aussi la recherche scientifique, l'enquête, les, les, les débats éventuellement, et le développement de la vie intellectuelle et spirituelle, et Dieu étant relativement intelligent, peut-être même absolument intelligent, relativement spirituel, ou Dieu étant esprit, à un certain stade de son développement, c'est la liberté d'enquêter qui permet la prise de conscience de soi, de l'esprit, la substance invisible qui vit dans chaque conscience pensante et qui s'exprime, qui s'extériorise par le langage, qui exprime des déterminations de pensée, ce qu'on appelle des concepts en langage courant, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on va pas, là ce sera la 4e vidéo, on va aller pas à pas, on va pas trop complexifier. Donc parlons de universel, particulier, singulier. Le singulier contient en soi l'universel, oui, mais le particulier est l'universel, et le particulier est subsumé sous l'universel, de même le singulier l'est sous le particulier. Ce sont des déterminations de base, de logique classique. Voilà, c'est-à-dire que Monsieur Jean-Jacques Rousseau, si les Français ou les francophones écoutent mes vidéos un jour, peut-être ils apprécieront mon style et ma bibliothèque, qui sait. Il y a certains livres qui ne plairont pas à ceux qui découvriront ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Mais bon, est-ce que l'esprit français est là pour plaire? Non, il est là pour divertir intelligemment. C'est le mot d'esprit, le trait d'esprit à la Voltaire, peut-être. Soyons voltairiens l'espace de quelques vidéos, peut-être, ou je ne sais pas. Oui, donc Rousseau, c'est un livre singulier, les rêveries du promeneur solitaire. Le particulier, ce serait Jean-Jacques Rousseau, par exemple, et l'universel, ce serait la littérature d'expression française. Ou bien, le singulier, c'est les rêveries du promeneur solitaire, le particulier, les éditions classiques, le livre de poche, l'universel, les livres à moins de 5 euros. Ça peut être, voilà, on peut classifier à l'infini, j'ai envie de dire, il s'agit juste de concevoir, au sens classique, que chaque objet, chaque chose, peut-on dire, on ne va pas trop complexifier, est un singulier uni à un universel par la médiation d'une particularité. Dans le domaine socio-économico-politique, prenons cet exemple, La démocratie, le Dieu qui a échoué, de M. Hans Hermann Hoppe. Ce livre a été traduit en français, il coûte assez cher, mais je peux vous faire un résumé. J'ai pas lu le livre, mais je comprends l'idée. Hans Hermann Hoppe, c'est un libertarien de droite allemand. Oh, un Allemand de droite. Nous sommes fichus. Il est libertarien. C'est sa botte secrète. Faisons des blagues pour divertir les Français. Monsieur Hoppe. Hope, en anglais, ça veut dire hope, c'est l'espoir. Peut-être il y a de l'espoir venant d'Allemagne, on ne sait pas. Oui, donc la démocratie, le Dieu qui a échoué. Donc Monsieur Hans Hermann Hoppe, c'est un Allemand qui a émigré aux États-Unis pour recevoir les enseignements d'un juif, Murray Rothbard. Les deux avaient une admiration réciproque l'un pour l'autre, dans leur faculté à penser. Rothbard avait une admiration pour la culture allemande et Hans Hermann Hoppe pour les prouesses intellectuelles des penseurs libertariens, principalement juifs, comme Mises, Ayn Rand, Rothbard, etc. Et il a travaillé dans les universités américaines, au Nevada notamment, et il a fait un morceau de chemin avec l'Institut Mises, qui est le centre intellectuel du libertarianisme, et qui fait des vidéos en anglais,
qui sont accessibles en temps réel à tout un chacun qui sait parler anglais et qui peut comprendre un raisonnement économique ou politique, etc. Donc c'est un ouvrage sur la démocratie. La démocratie, ce serait l'universel. Le particulier, ça pourrait être une critique de la démocratie. Il y a ceux qui encensent la démocratie et il y a ceux qui la critiquent. Et parmi les critiques de la démocratie, ici c'est un cas singulier, c'est une critique libertarienne, monarchiste, mais au-delà de la monarchie, c'est une critique. Il envisage 3 modes d'organisation, c'est parce qu'il a une bonne culture européenne. Il a conscience que l'Europe, jusqu'à il y a à peu près un siècle, un peu plus, était principalement un continent monarchique, et que l'idée de démocratie qui nous semble aller de soi, en fait c'est une idée tout à fait moderne, et la démocratie moderne, elle a produit et continue de produire un déclin civilisationnel à tous les niveaux, culturel, anthropologique, économique aussi. Bien qu'il y ait un progrès quantitatif économique, le mode d'organisation démocratique entraîne d'une certaine nécessité le socialisme, parce que c'est le gouvernement des masses qui veulent l'égalité, etc. Donc c'est une tendance vers le socialisme, et ça crée, ça empêche la création de richesses qui serait rendue possible dans un gouvernement plus monarchique, ou dans ce qu'il appelle l'ordre naturel, qui est l'auto-organisation, non pas des travailleurs, mais des individus libres dans une société gouvernée par le droit, et le droit de propriété, et le respect réciproque de chacun. Mais c'est une vision très à droite du libertarianisme, ce qui n'existe quasiment pas dans le paysage et dans le langage aussi intellectuel et politique français. C'est une sorte d'ovni, voilà. Un Allemand qui va aux États-Unis pour faire une critique de la démocratie, bon bref. Et donc, c'est juste que ce livre, c'est une critique sérieuse et rigoureuse de la démocratie. Il y a aussi des raisons de faire l'éloge de la démocratie, mais quand on voit la distribution de l'intelligence, une conversation ordinaire avec le citoyen moyen nous convainc très vite que les politiciens sont tous corrompus. C'est ce que disent les gens dans la rue. Quand on parle un peu de politique, les politiciens ils sont tous corrompus. Oui, mais surtout le niveau de réflexion politique du citoyen lambda, et c'est pas son rôle, parce qu'il est pris, il doit travailler, payer des impôts, éduquer sa famille, s'occuper de sa maisonnée, ça. Donc le citoyen moyen, il a tout un tas de raisons pour ne pas avoir le temps, le loisir de s'intéresser aux choses politiques et d'avoir une réflexion très approfondie sur la politique, mais le bon sens lui fait quand même percevoir de façon lucide, par l'abstention ou par le vote populiste ou par les critiques du gouvernement, que les politiciens, généralement dans les démocraties, offrent rarement satisfaction. Et surtout, je me permets de critiquer, mais moi-même je n'ai jamais voté, parce que je ne m'en sens pas la compétence, parce que pour voter pour le bon politicien, déjà ça demande de la connaissance, de l'intelligence, et plus on accumule de l'intelligence, plus on se rend compte que la démocratie justement est un système corrompu, non pas au sens moral, mais au sens systémique, pour des raisons inhérentes au système. Voilà, donc voter dans une démocratie, c'est bref, un peu douteux. Ne pas voter aussi, mais bon, une démocratie dans laquelle 30% ou 40% de la population ne va même pas voter, c'est preuve que le système est structurellement défaillant. Il y a tout un tas d'autres causes, ou d'autres raisons qui expliquent ça, mais bon, bref. Je parle juste brièvement des chapitres. Je nomme juste l'intitulé des chapitres et je fais un bref commentaire sur la préférence de temps. Il explique que les individus diffèrent dans leur faculté à penser à long terme ou à court terme, et c'est un test très simple qu'on peut faire avec des individus. Est-ce que il vaut mieux prendre une sucrerie ou un bonbon, un marshmallow, voilà, c'est un marshmallow. Est-ce qu'il vaut mieux manger un marshmallow, en avoir un tout de suite, ou attendre quelques heures ou quelques jours et en avoir deux le lendemain? Est-ce qu'il vaut mieux manger un marshmallow maintenant, ou ne pas en manger et attendre et en avoir 2 le lendemain ou 3 jours plus tard? Les enfants qui en demandent ça, ou même les adultes, c'est différemment. On peut dire, est-ce que vous préférez avoir votre salaire tout de suite, ou est-ce que vous préférez épargner et toucher des intérêts, etc. C'est juste la préférence temporelle, ça consiste à différer dans le temps la satisfaction, et les individus diffèrent à ce niveau-là. C'est que le niveau d'intelligence
par le quotient intellectuel, partiellement, pas que, mais la psychologie au sens l'intelligence quantitative et d'autres déterminations psychologiques montrent que les individus diffèrent dans leur faculté ou leur incapacité à différer précisément la préférence temporelle, c'est-à-dire que les individus les plus intelligents pensent généralement à long terme, ils anticipent pour le futur, et les individus les moins intelligents, ils vivent plus dans l'immédiat. C'est la différence entre l'hédonisme, au sens négatif du terme, et la faculté à prévoir, la prévoyance à plus long terme, etc. Donc c'est un des déterminants du comportement humain, et les capitalistes, les investisseurs, ce sont des gens qui généralement ont une vision à plus long terme, ils anticipent les conséquences futures, alors que les consommateurs, là après il y a une détermination de l'accès aux ressources, etc., moins ils ont d'argent, plus ils ont tendance à consommer de façon immédiate pour satisfaire leurs besoins, etc., alors que ceux qui se projettent à plus long terme, ils peuvent mettre de l'argent de côté, ce qui accentue les inégalités, etc., c'est un fait, donc ça peut être une critique socialiste ou plutôt de gauche, mais c'est fondé sur une distinction, une différence de préférence temporelle en fonction des individus qui est partiellement déterminée par l'intelligence quantitative. Voilà. Et il explique que ça a un effet sur le processus de décivilisation. Voilà. Donc il introduit cette idée venue de Mises, le penseur juif qui a écrit L'action humaine, qui a été une influence et qui continue d'être influence sur le mouvement libertarien américain, mais dans le monde en général. Ensuite, il parle de la monarchie, de la démocratie et de l'ordre naturel, et donc le déclin civilisationnel et culturel. Le livre date de l'an 2000, de l'Europe continentale, à cause qui avait longtemps une tradition monarchique. En France, on a un peu oublié parce que ça date officiellement du XVIIIe siècle, mais dans les autres monarchies européennes, c'est la Première Guerre mondiale qui a mis fin aux dynasties princières ou monarchiques en Russie, le Kaiser en Allemagne, l'Empire austro-hongrois, etc., les monarchies qui ont été renversées ou se sont effacées progressivement, ou les rois ou les reines qui ont perdu tout pouvoir autre que purement symbolique et plus aucun pouvoir d'autorité quelconque, et ça coïncide avec le déclin civilisationnel de l'Europe et de l'Occident en général. Voilà. Ensuite, l'opinion publique et la délégitimation dans une démocratie, et donc par le biais du transfert de connaissances. C'est ce qui s'est passé au XVIIIe siècle avec les salons, les cafés et le développement de l'esprit du temps, l'esprit des Lumières par l'échange d'informations au sein de la bourgeoisie montante. Et aujourd'hui, il se passe la même chose avec Internet, tout comme ça s'était arrivé au XVIe siècle principalement, au XVe et surtout au XVIe siècle avec le développement de l'imprimerie qui a permis le transfert de l'information, la Bible, Martin Luther, etc. Gutenberg, l'imprimerie au XVe siècle, Martin Luther, le protestantisme avec la traduction de la Bible en langage courant pour les Allemands, et le développement d'ouvrages, la redécouverte des auteurs de l'Antiquité, etc. Un retour à l'antique, la culture grecque, latine. Comme dirait De Gaulle, nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de culture grecque et latine, de religion chrétienne. Il est bon qu'il y ait des Français, noirs, jaunes, bruns, de toutes les couleurs, mais il faut qu'il reste une certaine proportion, parce que sinon la France ne serait plus la France, comme disait De Gaulle. Ah, je cite le général... non, c'est une blague. C'est une blague. De Gaulle était anti-allemand. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Rions. Les Allemands reviennent toujours d'une façon ou d'une autre. Maintenant, leur arme politique, qui consiste à désarmer les gouvernements illégitimes, et leurs armées, leurs polices, etc., reviennent avec une idée de liberté. C'est pas la supériorité de la race aryenne, l'eugénisme, etc., c'est l'esprit libertarien. Bon, secrètement, ce sont principalement des penseurs anglo-saxons ou allemands ou nordiques européens qui défendent ces idées, mais pas que, il y a des juifs, et ça peut être valable pour les gens de toutes les origines, à condition qu'ils acceptent l'idée d'autonomie, d'autodétermination, d'indépendance économique, politique, etc., et de libre association, etc., etc. C'est universel en ce sens, ça a vocation universelle, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à tout le monde, mais ça a de l'intérêt principalement pour les gens les plus intelligents, qui ont la volonté aussi. Voilà, bref. Sur la délégitimation, oui, donc on parlait du processus de l'opinion publique
avec l'imprimerie et les salons, les cafés au XVIIIe siècle, l'imprimerie au XVe et au XVIe siècle, et maintenant avec Internet, c'est un troisième moment qui, la première, a entraîné la révolution religieuse qu'on appelle la Réforme de Luther, le protestantisme, la deuxième, la révolution politique, la révolution française, mais également la révolution industrielle, parce que le développement des connaissances a permis d'appliquer les principes de la physique newtonienne à la mécanique au sens pratique du terme, la machine à vapeur, etc., etc., et la révolution philosophique opérée par Kant, le romantisme allemand, la philosophie de Hegel, etc., etc. Et maintenant, avec Internet, c'est la totalité de la connaissance humaine qui est rendue accessible en temps réel, et ça va entraîner, de fait, une autre révolution, à tous les niveaux, une révolution spirituelle, parce que l'esprit, c'est principalement, précisément, le processus de prise de conscience de soi, du réel, ce qu'on appelle Dieu. L'être qui se pense, la pensée qui est et qui se pense, et leur interaction réciproque. La pensée de l'être. Voilà. Donc l'opinion publique, avec le transfert de l'information, délégitime les gouvernements en place, pas que en France, mais dans tout le monde occidental, et éventuellement avec la diffusion de l'information dans le monde entier, là où l'information se diffuse, parce qu'on se rend compte que les politiciens n'ont pas les compétences intellectuelles, le savoir, la culture, etc., pour prendre des décisions qui sont, de leur point de vue et du point de vue du peuple, dans l'intérêt, etc. Un peuple qui s'auto-abrutit dans la perspective ordinaire, qui s'auto-abrutit par le système éducatif, qui s'aborde économiquement, qui se rend dépendant en transférant ses technologies à d'autres parties du globe, qui sabote sa culture, remplace sa propre population, nie ses traditions, ses valeurs, ses principes moraux, éthiques, ça arrive dans tous les pays occidentaux. Lorsqu'il en prend conscience, le peuple, peut-être qu'ils ne seront pas très contents, les gens, d'être rendus stupides, d'être remplacés, d'être exploités, de payer toujours plus d'impôts, voilà, et peut-être, ou toujours moins d'impôts quand on veut baisser les impôts, je ne sais pas. Mais les gens ne seront pas forcément contents, il faudra désigner des coupables, etc. etc. Est-ce que ce sera les élites politiciennes? Non, parce qu'ils sont à peu près aussi ignorants que le peuple. Je suis là pour prendre le blâme, mais bon, ça on en parlera, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en parlerai encore. Mais pour l'instant, je nomme les problèmes et j'apporte des solutions que je ne demande pas aux autres d'appliquer, mais que je l'appliquerai à moi-même. Sur la centralisation et la sécession, c'est en langage français les Girondins et les Jacobins, le centralisme et le fédéralisme au sein d'une même nation au sens administratif. Un pouvoir centralisé, il s'accapare tous les pouvoirs, justement, législatifs, judiciaires, exécutifs, l'autorité dans les régions, les cantons, les districts, les départements, les États, au sens d'un État fédéral comme les États-Unis, etc., les duchés, pourquoi pas. Et donc, le centralisme, c'est le monopole du pouvoir, le monopole, c'est la corruption, en un certain sens, et lorsqu'il y a plusieurs agents en compétition pour le pouvoir politique, ça peut dégénérer en tension, en conflit politique, mais également ça peut stimuler la compétition et donc la recherche de la meilleure solution. C'est le bon aspect de la démocratie, mais aussi de l'histoire politique européenne où de nombreux petits États étaient en compétition les uns avec les autres pour offrir le meilleur régime politique, économique aux gens les plus intelligents, ce qui a favorisé un mouvement de population intra-européen de gens intelligents. C'est les Allemands qui allaient aux Pays-Bas, ou les Français qui allaient aux Pays-Bas, ou les Hollandais, ou les Juifs portugais qui allaient en Angleterre, etc. Il y a eu divers mouvements de population au sein de l'Europe occidentale qui a favorisé la stimulation intellectuelle, politique, le développement des idées, parce que les États, les petits États fragmentés, avaient intérêt à baisser les impôts et le poids, le fardeau sur les individus les plus performants, parce que sinon ils avaient la possibilité d'aller ailleurs, etc. Alors que maintenant c'est le contraire, on veut toujours plus d'impôts, plus de socialisme, etc. pour alourdir toujours le poids qui repose sur les épaules des créateurs et des entrepreneurs, pour nourrir des gens devenus dépendants d'un état-providence inutile, parasitaire et contre-productif. Bref, donc l'idée de sécession, on la trouve aujourd'hui en Catalogne, dans l'Italie du Nord, les Flamands en Belgique, en Irlande, en Écosse, peut-être en Alsace, on ne sait pas, en
en Ukraine, mais aux États-Unis aussi, l'idée de sécession, c'est-à-dire de dire non, on ne veut pas participer à un État oppressif, tyrannique, etc. C'est une idée qui fait son chemin à travers le monde parce que, empiriquement, on peut montrer que ça permet la stimulation de vivre mieux quand on choisit avec qui on veut s'unir politiquement, mais aussi de la stimulation économique, intellectuelle, etc. Bon, ça fait 20 minutes. Je vais faire une vidéo un peu plus longue, mais je commande juste les chapitres sur le socialisme et la désocialisation. Justement, quand les individus sont socialisés par des relations étatiques de droit, ils ont une sorte d'obligation de payer des impôts et tout leur est donné de façon plus ou moins efficiente par le système, et donc il y a une déresponsabilisation, les individus ne sont plus autonomes, ils sont plus capables de mener leur propre vie selon des règles éthiques, et donc l'augmentation quantitative du degré de socialisation économico-législatif entraîne une désocialisation au sens moral, et c'est pour ça que Laurent Oberton a écrit des livres Orange Mécanique. Il y a des raisons ethno-démographiques de conflits entre justement des différents groupes ethniques, mais il y a aussi des raisons, ici les deux aspects doivent être pris en compte, des raisons politico-législatives et sociales, économico-sociales, ça serait la vision strictement de gauche, la vision ethno-différentialiste, ce serait plutôt de droite, la vision synthétique incorporera les deux, c'est que dans un pays sursocialisé, les individus sont déresponsabilisés, donc ils n'ont plus de comportement décent les uns envers les autres, puisque c'est l'État qui s'occupe de tout, de l'éducation, de l'instruction, etc. Les individus ne sont plus autonomes. Voilà, c'est une des conséquences de l'excès de socialisation. Ensuite, sur l'immigration libre et l'intégration forcée, c'est un problème des sociétés étatisées, c'est que l'État peut forcer les individus à vivre avec des gens avec lesquels ils n'ont pas envie de vivre, alors que la liberté au sens politique, c'est pouvoir s'associer avec qui l'on veut et ne pas s'associer avec qui l'on ne veut pas. C'est ça, une immigration libre en ce sens est positive parce qu'elle permettrait aux meilleurs éléments d'incorporer la société, mais il faudrait des critères d'intelligence, de compétence, de volonté, d'assimilation potentielle et d'affinité culturelle, etc. Et lorsqu'on fait venir de façon indifférenciée des immigrés, ça a des conséquences négatives pour la société, et les descendants d'immigrés qui se trouvent sur le sol du pays qui accueille les immigrés, s'ils avaient de l'intérêt pour le pays qui est le leur, d'un point de vue législatif au moins, ils comprendraient que faire venir des immigrés de façon indistincte, sans aucun égard à la compétence, la volonté, le sérieux, les comportements, etc., ça a des effets négatifs sur le pays qui, du point de vue des immigrés de seconde ou troisième génération, est devenu le leur. Et c'est valable aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Royaume-Uni, au sens large, en Allemagne et dans tous les pays qui ont connu des vagues d'immigration depuis plusieurs décennies. Voilà, donc, bref. Le libre-échange et l'immigration restreinte, la coopération, la tribu, la cité et l'État. Donc l'idéal politique de Hans Hermann Hoppe et des libertariens qui prônent la sécession, c'est l'organisation en tribus, en petites tribus, non pas au sens tribal primitif, mais d'individus qui partagent des liens ethnographiques, anthropologiques, génétiques, pas que, mais aussi des liens en termes de moralité, mais les deux sont interconnectés dans un certain sens, et donc ça favorise la cohésion sociale. Laurent Oberton, qui est au courant des avancées des sciences socio-biologiques dans le monde anglo-saxon, en parle dans ses livres, etc. C'est le processus de mouvement de l'esprit. Sur le conservatisme et le libertarianisme, donc c'est une critique du conservatisme, une réfutation des erreurs du libéralisme classique, la production privée de la défense, parce que empiriquement, les données montrent que les États occidentaux sont incapables, soit ils n'ont pas la volonté, soit ils n'ont pas la compétence de protéger leurs citoyens. C'est encore une fois Oberton qui documente le mieux dans La France Orange Mécanique, ou simplement les faits divers, que des gens se font agresser, assassiner, séquestrer, violenter, violer, insulter tous les jours dans les pays occidentaux, ce qui est intolérable d'un point de vue moral, mais ce qui est toléré dans le contexte civilisationnel actuel de décadence. C'est vrai par rapport aux standards établis par les pays occidentaux il y a encore quelques siècles de ça. Je ne parle pas ici de la question du crime, je parle des standards civilisationnels, et donc la police et l'armée sont de facto discrédités par le simple fait que les criminels ne sont pas poursuivis,
qu'il y a une criminalité en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, qui est incontrôlée, qui n'est pas réprimée. Les policiers, selon leur niveau dans la hiérarchie, sont sous une pression constante de la part des médias, de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, de la part de la classe politique pour restaurer un ordre dans lequel le chaos est inséré en permanence par les divisions religieuses, ethniques, économiques, culturelles, etc. Les policiers de bas étage, c'est pas péjoratif de dire ça, ceux qui sont dans le bas de la hiérarchie sont sous une pression intense en permanence, mais la hiérarchie, elle laisse faire sur ordre des gouvernements qui reçoivent leurs ordres du système bancaire, etc., pour tolérer la criminalité sous toutes ses formes. Les armées ne défendent pas l'invasion pacifique même du territoire, alors que n'importe quel pays, le rôle de l'armée, avant tout, c'est de fermer les frontières pour empêcher d'être envahis. Et c'est valable pour tous les pays voudraient ça. Mais dans les pays occidentaux, il y a une sorte d'idéologie inversée. C'est ce dont parle Zemmour dans ses chroniques, ou parlait Zemmour il y a quelques années, qui fait considérer que tout est acceptable, etc. Ce qui, d'un certain point de vue, du point de vue de Dieu, peut-être dans ses aspects les plus englobants, l'est peut-être, mais à certains niveaux, il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées. Il s'agit d'en saisir les causes et donc comprendre la criminalité. Il y a des causes socio-biologiques, des causes économiques, des causes culturelles, et la vérité, c'est la prise en compte de toutes ces considérations. Et voilà. J'ai parlé pendant à peu près 27 minutes de la démocratie, du point de vue germano-américain, pour une audience francophone. Voilà.